Si par exemple sur les réseaux sociaux, vous vous présentez comme trader, attention, trader c'est professionnel. Donc tous les guignols qui mettent trader et qui gagnent 3 francs 6 sous sur internet, potentiellement ils vont se faire attraper. On va dire que l'administration fiscale mais... va se concentrer sur eux si ça le mérite. Petite astuce, par exemple, quand vous vous expatriez, vous prenez l'excédent bagage. Voilà, vous partez en avion et vous prenez un excédent bagage. Pourquoi? Parce que si l'administration fiscale va venir vers vous dire non mais en fait c'est fictif, vous montrez que quand même vous êtes parti avec beaucoup de bagages dans ce pays-là, donc vous êtes parti vraiment vous expatrier. Donc derrière l'USDC il y a Circle et voilà ils ont profité de Mika parce qu'effectivement c'est très réglementé parce que qu'est-ce qu'ils veulent derrière? C'est pouvoir globalement tracer où sont nos stablecoins. Si on n'a pas envie de se prendre la tête, moi je conseillerais vraiment l'ETF Monde, c'est-à-dire... Ouais, c'est celui que j'ai avec Goliath, donc ETF World, 1500 boîtes je crois en une seule ligne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube UGK Trading. Avant de commencer, je tenais à vous remercier. On passe bientôt la barre des 40 000 abonnés sur cette chaîne YouTube et c'est grâce à ça, grâce à vous, qu'on peut faire des contenus hyper intéressants. Et aujourd'hui, je suis à Genève avec French Finance que j'ai découvert sur TikTok, un avocat fiscaliste basé à Luxembourg qui est français, qui s'est expatrié, tout comme moi, sauf qu'à la différence de lui, je me suis expatrié en Suisse, ici à Genève, et il va nous expliquer, je ne sais pas s'il va y arriver, parce que ce n'est pas un sujet évident, comment payer moins d'impôts lorsqu'on est un bon trader, un bon investisseur et même pourquoi pas un entrepreneur. Donc sujet hyper intéressant. Et également, je tiens à remercier le partenaire de cette vidéo qui est Goliath.io, la plateforme d'investissement pour investir dans des produits structurés, accessibles à partir de pas grand-chose, ce qui n'est pas le cas normalement, et surtout d'investissement sur des ETF. Mais je vous en reparlerai au cours de cette vidéo car French Finance fait aussi beaucoup d'investissements dans des ETF et je pense que tu auras l'occasion d'en parler. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Et là, tu as quand même une mission assez importante. Comment payer pas d'impôts lorsqu'on est un bon trader? Je ne sais pas si c'est possible. Surtout quand on est en France. Là, c'est quasiment impossible peut-être. Enfin, tu nous diras. Mais en tout cas, très heureux d'être ici à discuter avec toi. Vraiment, j'adore ta chaîne. Trading, de la valeur, c'est rare. Donc, vraiment très content d'être ici. Donc moi, French Finance, donc français, expatrié, je suis avocat fiscaliste dans les fonds d'investissement et je suis également trader investisseur. Et sur ma chaîne, donc, je partage ma passion pour l'optimisation fiscale, l'investissement et le trading. Ok, justement, moi, c'est là où je t'ai découvert, surtout sur tes réseaux, donc TikTok, où tu donnes justement des astuces pour optimiser sa fiscalité. Et en fait, ce que les gens ont tendance à oublier, et j'en parle souvent, c'est quand on fait du trading ou de la bourse, ce que tu fais, on en parlera, c'est qu'on a les gains en performance. Par exemple, on a fait 20% qu'on soit en France ou en Suisse, entre guillemets, sur le papier, c'est la même chose. Mais après les taxes, ça n'a rien à voir. Et donc, on peut avoir des traders qui sont basés, par exemple, en Suisse, au Luxembourg ou ailleurs, qui vont travailler moins qu'un trader qui est en Suisse. Or, c'est pas forcément un métier facile, le trading, comme tu l'as vu sur ma chaîne, je l'explique régulièrement. Donc, c'est important, cette compréhension de l'environnement fiscal. Donc, est-ce que je peux te poser la première question déjà? Pourquoi tu t'es expatrié à Luxembourg, au Luxembourg, vous dites comme vous voulez. Est-ce que c'est pour une question fiscale ou c'est par rapport à ton job que tu as actuellement? Explique-nous un peu ça. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça, c'est quelque chose que je conseille véritablement quand on s'expatrie, si possible, le faire via un travail. Parce que ça permet de clarifier la chose par rapport à l'administration française. Quand on a un travail, souvent, c'est facile d'avoir une adresse sur place. C'est facile de pouvoir justifier via le contrat de travail que c'est pas fictif et que c'est bien réel. Et alors moi, personnellement, je suis parti effectivement à Luxembourg, notamment parce que dans mon domaine, c'est ce qui se fait de mieux en Europe. Donc voilà, c'était une occasion pour moi, on va dire, de joindre l'agréable, car moins d'impôts sur les investissements personnels et d'avoir un job tout aussi, si ce n'est plus intéressant. Et du coup, au Luxembourg, c'est quoi en termes d'impôts, par exemple, pour un trader particulier ou investisseur comme toi? Est-ce qu'il y a des taxes sur les gains, on va dire, hors revenus professionnels à la suite du trading? Alors, le point à retenir au Luxembourg, c'est si vous détenez donc une action de la crypto pendant 6 mois, donc il faut 6 mois ininterrompus, c'est aucune imposition. D'accord, donc c'est-à-dire que ce n'est pas adapté pour quelqu'un qui va faire du day trading. Par contre, quelqu'un qui va conserver de la crypto, ça peut être hyper intéressant. Donc, ok, retenez ça. On va dire que c'est très bien pour les positions long terme. Tout ce qui est day trading en perso, ça rentre dans l'IR. Voilà, donc c'est moins intéressant parce que l'impôt sur le revenu au Luxembourg, contrairement à ce qu'on pense, c'est quand même
très important, quasiment équivalent à la France. Ah ouais, OK, je pensais que c'était, difficile de faire quelque chose d'équivalent à la France en termes, d'impôt sur le revenu. OK. Mais il y a du coup peut-être d'autres petites astuces pour, justement optimiser ça. Avant de parler des autres juridictions qui peuvent être intéressantes et tu nous détailleras, au niveau du Luxembourg, pour créer un business, ça peut être intéressant de justement d'avoir ce genre de structure pour trader et là, est-ce qu'il y a vraiment une vraie différence par rapport à l'IR, tu disais qui était élevé? Est-ce que l'IS est intéressant? Et est-ce qu'il y a beaucoup de traders aussi au Luxembourg? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de holders. Ça a été assez. C'est communément admis qu'il y a quand même pas mal de holders crypto hein, au Luxembourg. Tout ce qui est trading, c'est quand même très rare. On va dire que déjà le coût de la vie est cher. Donc, ça, c'est pas négligeable hein, quand on est entrepreneur. Ensuite, l'impôt sur le revenu est quand même assez élevé. Et au niveau, si on crée une société là-bas, il y a quand même des coûts qui ne sont pas négligeables en termes de gestion au Luxembourg. Et l'IS n'est pas, je dirais, n'est pas très intéressant. Il y a des juridictions qui sont beaucoup plus intéressantes si on veut monter une boîte ou s'expatrier pour être trader professionnel. OK. Maintenant, je voudrais te poser une question qui revient souvent. Il y a beaucoup de personnes chez UGK Trading donc qui font du trading. Il y en a certains qui débutent, qui ont encore des difficultés et d'autres qui commencent à faire des choses intéressantes, qui sont en France, en Suisse, en Belgique ou ailleurs et qui vont créer des LLC ou qui vont créer, par exemple, aux États-Unis, à Dubaï, à droite à gauche. Est-ce qu'il faut réellement quitter le pays pour créer une entreprise à l'étranger ou est-ce qu'une entreprise à l'étranger, ça peut être légal même en restant dans le pays? Tu parlais de quelque sorte de substance en disant il faut avoir un travail pour justifier que c'est pas fictif. Est-ce que tu peux détailler un peu cet aspect-là? Est-ce qu'on a le droit de créer des boîtes offshore pour faire simple, pour le trading? Alors, ça effectivement, je pense que c'est ce qui permet de faire pas mal de vues, ça passe pas mal en boucle sur tout ce qui est création de LLC, de sociétés à Dubaï. Malheureusement, le principe, il est clair en fiscalité internationale. C'est si on veut bénéficier de la fiscalité d'un pays, il faut être résident fiscal là-bas et pour être résident fiscal là-bas, il faut, il y a des conditions à remplir, mais globalement, il faut vivre là-bas, avoir ses intérêts économiques et vitaux là-bas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement, vous vivez là-bas, si, vous êtes marié, que vous avez des enfants, vous avez, vos enfants et votre, femme, ou votre mari, sur place, vous passez, 183 jours dans ce pays-là. Alors, c'est pas obligatoire 183 jours. Par exemple, si vous êtes digital nomade et que vous voyagez énormément, ce qu'il faut retenir, c'est que l'endroit dans lequel vous devez passer le plus de jours, c'est le pays dans lequel vous voulez bénéficier de la fiscalité, être résident fiscal. Donc, créer des sociétés si vous n'êtes pas résident fiscal de ce pays-là, sauf si bien sûr vous avez une grosse société et qu'il y a tout de la gestion entre holding, filiale. Mais si vous êtes trader professionnel ou entrepreneur, il faut que vous soyez résident fiscal Là où il y a la société, là où il y a la idéalement. société, exactement. OK. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que les gros groupes, par exemple, qui vont, je sais pas moi, avoir des clients, par exemple, aux États-Unis, ils vont avoir la société aux États-Unis parce qu'ils ont des clients, donc il y a une vraie raison, entre guillemets, d'être implanté là-bas, tout en étant résident fiscal en Suisse ou ailleurs. Mais c'est des grosses structures et c'est pas adapté forcément, on va dire, au trader particulier qui va gérer, je sais pas moi, 200, 300, 400, 500 000, 1 million. Il pourra jamais mettre en place ce genre de montage ou c'est quand même possible d'optimiser tout de même. Il y a peut-être des failles, je sais pas. Si je peux te poser cette Alors, question. des failles, s'il y en a une, c'est la remontée d'informations à l'administration fiscale en question, hein, notamment l'administration française. Le problème étant que quand on essaie comme ça de réaliser une activité qu'on appelle occulte, c'est-à-dire cacher l'administration, le pouvoir de l'administration fiscale, elle peut remonter jusqu'à 10 ans. Et aujourd'hui, quand on voit comment notamment l'intelligence artificielle se développe, autant vous dire que dans 10 ans, la possibilité de l'administration fiscale de croiser des informations pour savoir que vous n'avez pas déclaré un compte ou une société dans un pays euh, autre que la France, pour moi, les probabilités, et notamment quand vous êtes trader, la notion de risk-reward est importante. Je ne suis pas sûr que le risk-reward est... Tu penses pas que ça vaut pas vraiment le coup? Parce que moi, t'en vois aussi sur TikTok. C'est là que je t'ai découvert et j'adore ton contenu. Il y en a plein qui parlent de créer des sociétés ou des LLC.
de créer des boîtes. Alors moi, j'ai une boîte à Hong Kong, mais j'ai un vrai marché que je target en Asie. Peut-être on aura le temps d'en parler. Mais les gens, ils créent des boîtes comme ça sans réfléchir. Ils disent, il y a 0% d'impôt. Il y a rien de... Tout est trop pour être vrai. Mais les États-Unis, en fait, enfin, selon moi, donc je pense qu'il y a quelque chose de dangereux quand même là-dedans. Mais aux États-Unis, il n'y a pas de transfert, ce que j'ai compris, d'informations. CRS, sauf erreur, je ne sais pas quel est le terme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, ils en ont marre de la France. Ils se font taxer de tous les côtés. Il n'y a plus de sécurité. Désolé de le dire, mais c'est aussi un peu ce que je pense et j'ai pas envie d'être lisse. Il y a une TVA qui est à 20%, il y a un IR, je ne sais plus à combien il est, selon un certain chiffre d'affaires qui est généré. Il y a la CFE à payer, il y a tout un tas de trucs. Et l'entrepreneur, d'ailleurs, n'a pas le droit au chômage. Moi, j'ai des amis entrepreneurs qui font du trading ou simplement entrepreneurs. Ils disent, j'en ai marre. Limite, je suis en France, je crée une LLC au Delaware. Dans tous les cas, ils vont rien transférer. Je fais toute mon activité là-bas et je paye avec la carte de la société. Qu'est-ce que toi, tu dis à ces gens-là? Donc, tu as déjà plus ou moins dit qu'on peut revenir 10 ans en arrière, mais est-ce que réellement, ils ont les moyens, l'État français ou autre, alors, attention, je ne conseille pas de faire des choses illégales. J'essaie juste d'avoir ton avis sur le sujet. Peut-être éviter à certains de faire des erreurs ou au moins de comprendre les risques. Alors, il y a plusieurs points par rapport à cette question. Je commencerai par le fait que déjà, il y a des structures quand même où il y a des régimes en France qui permettent, malgré tout, de pouvoir commencer à monter un business en ayant une fiscalité plutôt limitée. Premièrement, quand on est trader, si ça reste en perso et que, par exemple, on a effectivement la flat tax à 30%, mais si, par exemple, on a des gains ou des revenus qui sont faibles, les premières tranches sont quand même basses. Donc, les premières tranches, je crois, c'est 0% et puis ensuite 11%. Donc, si déjà, pas la peine non plus de s'enflammer quand on ne gagne pas encore des montants extraordinaires. Par rapport aux sociétés, il y a des régimes ensuite quand on passe professionnel. Et ça, je pense que c'est un point sur lequel serait intéressant de discuter, à savoir quand c'est qu'on devient professionnel, parce que là, la fiscalité, elle change totalement. Si on devient professionnel, il y a le régime micro, il y a l'EI qui permet quand même voilà, de se développer tranquillement sans trop d'impôts. Donc là, si on se concentre sur les traders, je dirais que si on peut rester en perso, restons en perso. Voilà, effectivement, si après on commence à passer... Comment on passe en revenu professionnel? À partir de quel seuil ou c'est quand c'est Alors, ça, c'est pour moi un point crucial, notamment quand on est holder ou trader et qu'on commence à avoir quelques revenus. Il faut quand même bien le jauger. Pourquoi? Parce qu'on va passer de la flat tax à 30% ou un IR, ou quand ça vient de son impôt sur les revenus, à potentiellement, si on est professionnel, ça peut monter jusqu'à 60%. Donc là, effectivement, on est dans des taux qui sont quand même très élevés, qu'on pourrait comparer à de la spoliation. Après, bon, c'est mon avis, mais je pense que bon, voilà, ça devient confiscatoire quand on a plus de la moitié qui part effectivement à la collectivité. Donc là, je dirais quand on commence à gagner 50 000 € et qu'on est professionnel, par an? voilà exactement, je recommanderais rester en micro-entreprise ou EI. D'accord, ok. Parce que c'est pas vraiment une vraie société, c'est que du déclaratif, c'est facile, on a des abattements, on arrive avec une fiscalité qui reste raisonnable. Ensuite, quand on commence à passer par exemple, 100 000 €, ce qui peut être intéressant, c'est penser à monter une URL ou SARL. Alors là, ce qui est intéressant dans une société, c'est, il y a plusieurs points, mais notamment ce point, qui est qu'on va pouvoir imputer les frais, donc que ce soit en trading, les plateformes, tous nos abonnements des fois pour se former ou quoi que ce soit. Peut-être la voiture, les restaurants, on peut charger la société, quoi, en gros. Alors voilà, ça après, effectivement, on peut optimiser de ce côté-là, mais bon, il faut pouvoir justifier, voilà, ça c'est important d'avoir une bonne documentation. Donc là, je dirais aux alentours de 100 000, avoir une SARL, URL, ça peut être intéressant. Si on commence, je dirais, à dépasser les 150 000, ça commence à être sérieux, commencer à créer une SASU ou SAS, ça peut être intéressant. Alors, il faut savoir que c'est vraiment un point qui est crucial par rapport à la différence entre la SAS et la SARL. C'est deux psychologies différentes. Si je devais la décrire, ça serait une SARL. C'est plus pour se verser des montants tous les mois. Donc des salaires. Voilà, exactement. Parce que quand on commence à se verser des montants tous les mois comme ça peut être assimilé effectivement à du salaire. Et quand on a une SARL, c'est l'imposition
notamment les cotisations sociales, sont moins importantes qu'une SAS. Ça reste élevé, on est quand même autour entre 40 et 50%, mais Ça reste quand même énorme. voilà. Enfin, mais c'est moins qu'une SAS. Une SAS, par exemple, là, on va plus vers les 70%. Donc une SAS, c'est plus, on va dire qu'une SARL, c'est intéressant quand vous voulez vous verser des salaires tous les mois et vous versez peu de dividendes. Parce que si vous commencez à vous verser trop de dividendes, il y a des limites par rapport à votre capital social. Si vous dépassez 10% de votre capital social, vous allez avoir des cotisations sociales même sur vos dividendes. Donc vous bénéficierez même pas des 30%. Ok. Donc ça, c'est un point important. Et la SAS, je dirais, si vous devez la choisir, c'est plus parce que vous voulez réinvestir vos gains et vous verser des dividendes. Voilà. Donc c'est plus en termes de réinvestissement. Vous avez une vision quand même qui est long terme. Donc pour moi, voilà, comment je décrirais vraiment les possibilités que vous avez si vous restez en France. Ok, donc ça c'est si on reste en France. Et il n'y a aucune autre solution du coup pour diminuer encore plus ses impôts quand on est trading. En France, on est vite limité, c'est-à-dire qu'à un moment donné à un autre, soit on est obligé d'être borderline, ce que je déconseille, avec d'autres sociétés, et tu l'as dit, il y a quand même des risques, on peut revenir 10 ans en arrière, ou soit à un moment donné, il faut envisager de s'expatrier. Maintenant, il ne faut pas non plus s'enflammer à s'expatrier alors qu'on a gagné 3 francs 6 sous avec la bourse et le trading, parce que ce n'est pas non plus une activité qui peut être stable dès le départ, il faut quand même avoir un peu du recul. Selon toi, et peut-être sur tes clients que tu peux accompagner, à partir de quand ça peut valoir le coup de s'expatrier et après, on parlera des différentes juridictions que tu peux recommander. Alors, concernant les montants, alors, j'aimerais revenir quand même sur un point. Ce qui peut être intéressant en France, si par exemple vous voulez développer, vous entraîner au trading, mais ne pas rester en démo, et quand même, parce que je pense que parfois c'est important quand vous voulez progresser en trading, D'être en réel pour la en réel, psychologie. parce Ouais. que moi je dirais que la psychologie, je sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses? Si, ouais. Je la fixerais, je serais tenté de dire 70% psychologie, 30% technique. Ouais, j'intégrerai la gestion de risque, si tu veux, dans la psychologie, dans le pourcentage que tu donnes. Donc, c'est vrai que si tu fais que du démo, bah, au final, tu peux être bon pendant 1 an ou perdre en démo et gagner en réel ou vice versa. En fait, il n'y a pas la psychologie du contre réel et ça, c'est hyper Ben important. voilà, la psychologie, c'est ce qui fait que on va overtrade, on va vouloir se refaire. Enfin, pour moi, c'est ce qui fait qu'on prend souvent les mauvaises décisions, rarement les bonnes. Donc, une des solutions, c'est quand même, j'aime dire, c'est osé, mais que la France a peut-être considéré comme un paradis fiscal pour les cryptos sur certains points, et notamment sur le point des stablecoins. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voulez trader, parce que parfois, on va dire que le sous-jacent que vous tradez, pour développer une technique de trading, vous développez votre technique, il n'est pas forcément important. Que vous tradez, on va dire, de l'or. Alors, effectivement, au niveau des horaires, le fait que ça soit ouvert 24 heures sur 24, ça peut influer. Mais la crypto peut être une bonne solution pour ça, parce que si vous avez, on va dire qu'il y a un principe qui est important en crypto, c'est admettons que vous achetez par exemple du Bitcoin ou de l'Ethereum, vous tradez du Bitcoin ou de l'Ethereum, souvent la paire d'échange, ça va être un stablecoin. Donc les deux plus connus qui sont l'USDT et USDC. Donc en fait, un stablecoin, ça a une valeur de 1 dollar. D'accord ? Ça suit le cours du dollar. Donc c'est comme si vous tradez en gros contre de l'USD. Si vous avez des plus-values, donc admettons je rentre en position sur BTC, je suis en plus-value, je vends, et surtout ce qui est important, c'est ne jamais vendre contre une paire fiat euro ou USD. Il faut vendre contre des stablecoins. Tant que ça reste sur l'exchange et que c'est en USDT, c'est considéré comme de la crypto. Voilà. Donc, il n'y avait pas une histoire, parce que j'ai un ami à moi justement on parlait hors antenne un petit peu des réglementations et de Chypre. J'ai un ami à moi qui est à Chypre et il me disait qu'en France ou en Union européenne, ils veulent supprimer, pas l'USDT, mais que l'USDT soit considéré comme une fiat fiscalement. Je ne sais pas si c'est d'actualité ou si je me trompe complètement. Je sais que c'est pas le cas en Suisse. Alors, il y a eu la réglementation MiCA, qui est très complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, il y a 2 gros stablecoins sur le marché, l'USDT qui est un peu opaque et l'USDC qui est lui très réglementé. Et globalement, ça a profité à l'USDC. Derrière l'USDC, il y a Circle qui est rentré en bourse il n'y a pas longtemps et qui a Récemment, ouais. explosé. Voilà, en ce moment, c'est pas les cryptos en elles-mêmes qui ont du succès, c'est les sociétés crypto, Coinbase et Circle. Donc derrière l'USDC, il y a Circle et voilà, ils ont profité de MiCA
parce qu'effectivement, c'est très réglementé, parce que qu'est-ce qu'ils veulent derrière? C'est pouvoir globalement tracer, où sont nos stablecoins. Donc pour le moment, c'est toujours considéré en France, hein, attention, parce que dans des pays, par exemple au Luxembourg, et dans plein d'autres pays, C'est pas le cas. c'est pas le cas. Ouais, Au donc en Luxembourg, France, tu as les 6 mois où tu es un peu tranquille. Ah, mais c'est si tu hold, donc ça rentre pas dans le cadre du trading. voilà, exactement. Mais à partir du moment où c'est, par exemple, on vend du bitcoin contre un stablecoin, c'est générateur d'imposition. Ouais, En France, non. d'accord. Ça, c'est une chance énorme. Voilà. Surtout que cumulé à ça, il n'y a pas d'exit tax sur les cryptos. Donc C'est-à-dire on que tu peut, peux te c'est- casser, par exemple, ailleurs c'est-à-dire quand qu'on tu peut, t'expatries voilà, et c'est-à-dire qu'on cash peut, out. on peut trader pendant des années sur la crypto, et c'est beaucoup de traders crypto et holders ont fait. Ils l'ont fait pendant des années, des 5 ans, 10 ans. Et tant que tu restes en stablecoin, d'accord, tu quittes la France, il n'y a pas d'imposition. Voilà. Donc ça, c'est un énorme avantage. Voilà. Et c'est tout à fait légal, hein. Et c'est à ce moment-là, peut-être, du coup, ça rejoint la question que je posais, qu'on peut envisager de s'expatrier dans ce cas de figure-là. Alors voilà, j'ai fait mon temps en France, j'ai fait du cash, j'ai pas sorti l'argent en euros, donc je dois rien pour faire simple à la France. Et demain, je vais chercher un pays où je peux cash out mes cryptos, comme par exemple à Dubaï. Mais après, les choses, ça bouge aussi tellement vite que c'est ça aussi qui est compliqué de se dire, bon, bah, je vais faire ça pendant 5 ans et puis après 5 ans après, les règles, elles ont changé. Et pas que à l'échelle européenne, hein, ça peut être plus global quand on voit les pays de l'OCDE qui se mettent d'accord sur des taxes. D'ailleurs, pour ça qu'à Dubaï, ils ont mis un 9% d'IS. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune juridiction vraiment où on peut rien payer. Donc il faut toujours payer, on paiera toujours. Maintenant, on peut effectivement optimiser, mais à un moment donné, il faut, si on veut vraiment suroptimiser, il faut aller justement dans une autre juridiction. Et quelles sont les top 5 juridictions qui te semblent intéressantes pour s'expatrier? Je ne parle pas d'un multimillionnaire, mais personne voilà, qui commence à générer, on va dire, 100-150 000 euros par an, peut-être même un peu moins. C'est déjà pas mal avec la bourse. Et même, il y a même des personnes moi, que je connais qui se sont expatriées en Thaïlande. Ils gagnent pas ça avec la bourse. Hein, ils gagnent peut-être 20-25 000. Ils vivent après très simplement. Donc il y a aussi le côté coût de la vie, etc. Mais quelles sont, selon toi, en tant qu'avocat fiscaliste au Luxembourg, tes juridictions de prédilection? Alors, mon expérience en termes justement de conseil d'expatriation, elle est due surtout dans mon cercle d'investisseurs traders. Globalement, il y a 3 juridictions qui ressortent ces dernières années: Dubaï, Maurice et Andorre. Voilà. C'est les 3 juridictions pour moi, les stars de ces dernières années pour s'expatrier si on est trader ou investisseur. Donc chacune a un peu leurs caractéristiques. C'est ça qui est assez drôle, c'est que chaque juridiction a sa spécificité. Je dirais que Dubaï, c'est aller chercher un peu les vibes de la richesse, de l'entrepreneuriat, de rencontrer du monde. Ça, c'est clair, hein. Je pense que les gens aiment Dubaï par rapport à ça. On va se stimuler en se challengeant, parce qu'on voit Clairement, mais qu'autour de nous. ça, c'est hyper puissant d'ailleurs. Voilà. Hein. Ouais, donc ça, je C'est pense que hyper puissant. c'est hyper important. On a l'Andorre, où la qualité de vie est quand même assez extraordinaire. Je crois que la durée de vie là-bas pour un individu est record. Plus que le Japon, l'espérance de vie. Voilà, donc Andorre. ça a vraiment une qualité. Il y a la nature, il y a la montagne et il y a une bonne fiscalité. C'est une principauté, donc ils ont quand même leur indépendance. Et ensuite, il y a Maurice. Alors attends, juste si on peut commencer juste par peut-être par Andorre, et après on ira détailler les suites. Donc Andorre, je vais voir si j'ai bien suivi ce que j'ai pu lire sur Internet. Tu me diras si j'ai entendu des conneries. C'est 10% d'IS. Donc si on trade avec une société, c'est 10%. Et en termes d'impôt sur le revenu, je crois que c'est équivalent. C'est aussi aux alentours de 10%. J'ai cru comprendre. Alors, ça dépend quel sous-jacent. Mais globalement, oui, 10% IS. Mais après, globalement, c'est 0% sur tes plus-values en perso. Si tu En pars bourse. en perso, oui, en bourse. Tu sais qu'en Suisse, c'est 0% aussi, Ouais. hors dividende. Si c'est pas des revenus considérés comme professionnels, peut-être ça change selon les cantons, parce qu'il y a plein de cantons. Mais je sais que par exemple sur le canton de Genève, alors moi je serais en société, donc je suis pas concerné par ça, mais il y en a beaucoup qui font de l'investissement en ETF, DCA. Notamment, on a certains clients, comme je disais en intro, petit clin d'œil, notre partenaire Goliath, qui traitent avec Goliath, qui font de l'ETF, qui sont en Suisse parce que maintenant ils sont disponibles en Suisse. Et en fait, ils n'ont pas de taxes tant que ça n'a pas dépassé un certain montant. Par contre, c'est là où j'ai envie de te poser la question. Comment on sait si on est en revenu professionnel? Tu en as déjà un petit peu parlé, mais j'aimerais bien avoir une réponse claire parce qu'il y a tellement de gens qui se posent ces questions. Alors moi, je pense à mon audience ici qui est en Suisse. Alors peut-être tu connais pas spécialement le marché suisse, mais
Est-ce que c'est vraiment de l'interprétation, c'est au bon vouloir de l'administration fiscale ou c'est des notions qui sont quand même hyper complexes. Et est-ce qu'on est obligé de se faire accompagner à un moment donné par un avocat? Tu vas dire oui, j'imagine, pour défendre ton business, mais Non, pas forcément, pas forcément. J'ai tendance à dire, et justement, c'est un peu le but de ma chaîne, qu'il faut se former au maximum de façon personnelle dessus. Un, les avocats que vous allez choisir ne seront pas toujours les plus compétents, hein. C'est pas forcément toujours leur domaine. Et de 2, quand il s'agit de ces finances, je pense qu'il faut savoir de quoi on parle. Voilà, on peut pas se permettre de faire d'écouter bêtement. d'écouter bêtement. Voilà, on parle des fois de montants qui sont très importants. Imaginez, je sais pas, votre avocat se trompe. In fine, bon, vous pouvez engager sa responsabilité, mais vous pouvez prendre 60 d'impôts, voilà, tort ou raison, c'est vous qui allez le payer. Donc je pense que quand on parle de finances, c'est important d'avoir la connaissance là-dessus. Après, se faire conseiller, j'aurais tendance à dire, plus les montants sont importants, oui, ça peut valoir le coup effectivement de se conseiller, ça vous permet de vous baquer, il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans. Voilà, donc ça dépend des montants. Pour revenir à ta question, donc tu me demandais Sur les revenus oui, professionnels, professionnel. je t'en ai déjà un peu parlé, mais Tout à fait, tout il à y a de fait. l'interprétation et comment on sait vraiment si on se dit, bah là, attention, ça commence à devenir des revenus sérieux, je dois peut-être créer une boîte. Alors, C'est pas évident, je sais, et je pense que tu n'as même pas de réponse précise, ça si dépend de l'État, a etc. Mais alors déjà, ça aussi, faut faire attention à pas toujours vouloir se professionnaliser. Comme j'ai dit, si on peut rester en perso, rester en perso. On a tendance à croire que c'est parce qu'on va gagner 10 000 que tout de suite: «Ouh là là, je deviens professionnel, il va falloir tout de suite que je structure une société». Non, non. Heu, En fait, comment ça se passe? Enfin, ce que je connais le mieux, en tout cas en termes de professionnel, parce que c'est souvent là où le problème se pose, hem, c'est un faisceau d'indices. Donc c'est là où l'administration fiscale est un peu tricky, un peu piégeuse, c'est que, heu, c'est pas, des critères, qui vont être automatiques. Ça va être un faisceau d'indices, ça veut dire qu'ils vont regarder s'il y a des évidences qui montrent que vous êtes un professionnel ou pas. C'est pour ça que souvent j'ai tendance à dire, ou à évaluer la situation d'un contribuable, à savoir quel est le pourcentage de chances qu'il soit considéré comme professionnel. Parce que comme j'ai dit, les enjeux sont gros, ça peut passer à 60. Voilà, donc on peut passer de 30 à 60, sur des gros montants, donc là c'est life changing, hein, voilà. Donc les faisceaux d'indices, le premier qu'on entend souvent c'est les montants. Pas vraiment. C'est pas, l'indice le plus important. Je dirais l'indice le plus important, c'est ils vont regarder, heu, si vous utilisez tout simplement des outils de professionnels. ah oui, carrément. Voilà, c'est-à-dire Par que exemple, tu utilises Bloomberg, ils vont dire c'est bon, t'es un ah professionnel, tu beh, payes oui, le vous utilisez terminal 5 000 € par mois, oui, beh, t'es oui, professionnel, c'est bon. oui, parce qu'un professionnel, il utilise Bloomberg. Si par exemple vous achetez des formations, admettons, parce que ça va vite, hein, vous achetez des formations, trading, des indicateurs techniques, voilà, où vous pouvez monter rapidement, pas à 5 000, 6 000 € à l'année avec tout ça. Ça c'est des indicateurs forts. Voilà, parce que, c'est C'est clairement vers une optique de se professionnaliser et c'est plus un jeu, c'est pas ah jeu non, boursicoté. vous investissez, Il y a vraiment une structure, enfin, voilà, se structure. vous avez une réflexion de professionnel, vous investissez pour être plus performant. Et ça, c'est vraiment un indicateur fort, du professionnel. Ensuite, effectivement, il peut y avoir les montants. On va les comparer par rapport à vos salaires. Hem, voilà, mais bon, quand même, c'est fa je dirais c'est facile. C'est possible de le contrecarrer parce que quand même quand vous travaillez, 8 heures par jour et que vous tradez 1 heure par jour, bon voilà, effectivement si, vous gagnez, 2 000 et que vous gagnez 4 000, bah, c'est pas le critère qui va forcément faire que tout de suite vous allez être professionnel. Hem, voilà, je dirais que c'est les 2 gros critères, à regarder. Hyper intéressant ce que tu dis, je savais pas le côté de les outils qu'on utilise, je pensais que c'était vraiment juste une question de montant. Sincèrement, je j'avais pas du tout, cette idée-là en tête. Un point également important, si par exemple sur les réseaux sociaux, vous vous présentez comme trader, attention, trader c'est professionnel. Donc tous Heu les guignols qui mettent trader et qui gagnent 3 francs 6 sous sur internet, potentiellement, ils vont se faire attraper, Bon, on va dire que l'administration ah fiscale je plaisante, mais va se concentrer sur eux si ça le mérite. Mais effectivement et en plus maintenant, l'un des premiers, on va dire
les, les- les premiers moyens de l'administration fiscale aujourd'hui pour entamer des redressements, les réseaux sociaux, c'est très utilisé. Voilà, donc Mais ils sont obligés d'avoir une autorisation, je crois, du juge. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Ils ont pas le droit de faire les recherches. Ils ont le droit d'aller vérifier une fois qu'ils ont des doutes ou je crois qu'ils peuvent pas scanner comme ça. Je crois qu'il y a une histoire comme ça légale. oui, mais comment ça se passe? Quelqu'un de l'administration fiscale, admettons, il voit votre compte, d'accord? Ou il s'intéresse à vous. Il va sur votre page, personne ne sait qu'il va sur votre page, vous mettez trader, ou par exemple, vous commencez à conduire une belle voiture, et puis ça peut être un indice. Lui, il voit que sur votre déclaration, vous déclarez peu d'argent. Pas grand-chose. Ouais. Voilà, c'est un indice fort. Et là, peut-être qu'il pourra demander les autorisations pour creuser plus et pour vérifier ce qu'il a vu Après, voilà, le rapidement. nombre de personnes, c'est fake it until you make it ou surtout fake it. Ils vont avoir des surprises. Ils vont tomber, ils vont penser que les gens sont millionnaires et au final, ils auront rien. Évidemment, je plaisante, mais je comprends, c'est intéressant, hyper intéressant. Et si on peut continuer, après on parlera sur la fin du podcast, évidemment, un peu de ton trading et des ETF, mais si on peut continuer sur les juridictions. Moi, je suis hyper intéressé où on peut s'expatrier. Alors, tu nous as parlé d'Andorre, donc ça peut être intéressant. L'avantage, c'est que c'est pas loin. L'impôt sur les sociétés est pas excessif. Comme tu l'as dit, il y a une bonne espérance de vie. Après, sincèrement, alors, Genève, c'est un peu la réputation. On s'ennuie un petit peu. Tu es à Genève, tu as dit c'est assez calme. Mais alors, en Andorre, franchement, est-ce que j'ai du mal à croire, sincèrement, peut-être tu me diras l'inverse, mais j'ai du mal à croire que les gens qui s'expatrient en Andorre sont réellement en Andorre. Sincèrement, j'ai l'impression qu'ils mettent leur société ici, ils mettent leur Lamborghini ou leur voiture parce qu'il n'y a pas de taxe aussi sur les véhicules qu'ils vont acheter. Il y en a énormément et on en voit passer aussi à Genève qui sont plaqués en Andorre. Ils sont la plupart du temps ici. Donc, est-ce que réellement, si on est honnête 2 secondes, est-ce qu'ils vont pas juste mettre une entreprise ici, ils font leur trading, ils ont leur banque et le reste du temps, ils se cassent. Alors peut-être qu'ils sont pas en France plus de 180 jours. Donc ils ont peut-être rien à rendre. Ils n'ont pas de compte à rendre peut-être à la France à ce niveau-là. Est-ce que tu as des infos à me donner par rapport à ça? Alors, je pense qu'on peut revenir plus largement sur du coup l'expatriation fiscale. Euh, Ça, souvent, on est tenté quand on s'expatrie fiscalement, on va essayer de le faire à moindre coût. Voilà, parce que même moi, ça m'est arrivé, on y pense, hein, c'est-à-dire, on dit d'abord, je vais m'expatrier, je vais dormir chez un ami, je vais faire une colocation, je vais trouver des logements, un Airbnb, voilà, pas trop cher, ça me permet d'avoir la flexibilité, tout ça. Là encore, mauvaise idée, parce que si vous vous expatriez, souvent, ça peut être effectivement pour l'envie aussi de vivre dans un autre pays, hein, ça c'est tout à fait le Il n'y cas. a pas Mais que le côté fiscal, ça c'est sûr dans tous les cas. voilà, mais si on s'adresse à des traders et des investisseurs qui veulent justement s'expatrier parce qu'ils veulent bénéficier d'une meilleure fiscalité, encore une fois, je pense que le risque-reward est mauvais. Si vous vous expatriez, il va falloir prouver que vous êtes expatrié. Donc, des choses simples, avoir une facture d'électricité, avoir un contrat de bail. Petite astuce, par exemple, quand vous vous expatriez, vous prenez l'excédent bagage. Voilà, vous partez en avion et vous prenez un excédent bagage. Pourquoi? Parce que si l'administration fiscale va venir vers vous, vous dire non, mais en fait c'est fictif, bah, vous montrez que quand même vous êtes parti avec beaucoup de bagages dans ce pays-là, donc vous êtes parti vraiment vous expatrier. Voilà, c'est Ok, tout, donc c'est sur le départ, tout indice est bon. c'est C'est-à-dire ok, que ok, voilà, hyper intéressant. une Ouais. fois que vous allez être en confrontation avec l'administration fiscale, ça va être devant le juge. Alors oui, il y a des règles à respecter, mais comme je l'ai dit précédemment, souvent c'est des faisceaux d'indices. Exactement. Ça va être de l'interprétation, donc il va falloir convaincre le juge. Et donc tout est bon. Voilà. Et si par exemple vous êtes en Andorre et que en fait l'administration fiscale arrive à voir que vous prenez le péage 3 fois par semaine, et voilà, et ça effectivement, ça va mettre en péril la structuration de votre expatriation fiscale. Et je pense que quand on s'expatrie, on le fait parce qu'on a envie de protéger son patrimoine et également, par exemple, le cash flow que vous gagnez parce que vous voulez le réinvestir pour faire grossir votre boîte et tout ça. Donc je pense que le risk-reward est mauvais. Voilà, donc il faut vraiment consolider votre expatriation fiscale avec les choses qui prouvent tout simplement que vous vivez là-bas. Est-ce que tu as d'autres astuces par rapport aux histoires des bagages? Je trouve ça assez intéressant. Je sais que Johnny Hallyday, quand il était expatrié en Suisse, je crois qu'il y avait quelqu'un qui vivait dans sa maison, qui allumait les lumières, qui fermait la maison, justement pour dire bah, voilà, bah, il y a une activité, il n'y a pas rien, il n'y a pas juste un appartement ou une villa. Voilà. C'est un exemple, mais peut-être tu as d'autres exemples comme ça. Alors, des exemples ou des anecdotes. Par exemple, si vous êtes digital nomade ou trader
et que, parce que des fois, vous pouvez être en confrontation aussi avec le pays qui va vous dire, par exemple, l'Andorre, mais en fait, vous n'êtes pas résident fiscal chez nous. Ah, ils peuvent aussi, dans ce sens-là, eux, ils peuvent aussi. Bah, exactement. Ok. Donc, ça peut être, par exemple, vous êtes trader ou digital nomade et vous avez une connexion Internet à faible débit. C'est des indices. Ça peut paraître bête, mais si, par exemple, vous êtes digital nomade ou entrepreneur dans le digital et que vous avez des abonnements que vous prenez, par exemple, que sur 3 mois ou des abonnements faible Ouais, je débit comprends, je comprends. ou que, par exemple, Donc en fait, il faut avoir aussi beaucoup de bon sens. exactement, c'est du bon sens. L'administration fiscale, c'est vrai qu'en France, on est un peu mal éduqué là-dessus. Elle n'est pas là pour vous piéger. Elle est là pour appliquer les règles. Voilà. Ouais, enfin bon, quand tu vois un entrepreneur qui a eu 20 procédures et qu'après il est obligé de partir alors qu'il a payé, Voilà. enfin, En France, c'est quand même un peu c'est différent. excessif, Les selon autres moi. juridictions sont souvent pas là pour vous piéger. Euh, on va dire que, Après, je comprends qu'il faut respecter les règles, hein, j'ai rien contre bien ça. sûr, bien sûr. Non, mais voilà, souvent, quelle est l'idée en fait des pays qui vous accueillent via une bonne expatriation fiscale ou via une fiscalité avantageuse? C'est qu'elle a envie que vous consommez chez eux. Donc, si par exemple, vous pensez pouvoir bénéficier de leur fiscalité et pas dépenser votre argent là-bas, c'est souvent là où justement, C'est du bon sens, c'est du bon sens. C'est ce que Dubaï, d'ailleurs, Dubaï ou d'autres Émirats ou d'autres juridictions l'ont bien compris. Ils attirent énormément de richesses, bah, ça crée de l'emploi, il y a de la TVA quand même qui est payée, etc., etc. Donc, ouais, ça a du sens. Ça a du sens que. Ouais, je comprends. voilà, mais c'est vrai qu'on est mal éduqué avec l'administration française. Le premier point, je dirais, et surtout quand on est entrepreneur en France, ce qui revient en premier, c'est la lourdeur administrative. C'est-à-dire que des fois, c'est même pas la fiscalité. C'est-à-dire que si vous voulez bénéficier, par exemple, des abattements ou des seuls avantages qu'il y a Ou de en France, l'acre. voilà, Il y a plein de trucs, mais tout est compliqué à mettre en c'est-à-dire que place. vous allez passer la moitié de votre semaine à bénéficier des peu avantages qu'il y a, alors que pendant ce temps, vous ne pouvez pas développer votre business, vous ne pouvez pas trader, enfin, voilà, vous ne pouvez pas développer vos compétences sur autre chose. Voilà, vous devenez presque fiscaliste si vous n'avez pas de conseils. Est-ce que du coup, donc Andorre, je pense on a plus ou moins fait le tour. Alors, tu parlais de Maurice. Alors pareil, Maurice, alors je connais pas très bien, mais c'est pas non plus l'endroit où il y a énormément de choses à faire. C'est aussi un petit peu calme, j'imagine. Oui, alors ça va rejoindre l'Andorre, je dirais là-dessus. C'est que oui, peut-être que l'Andorre est calme, mais du retour que j'ai des personnes que j'accompagnais sur les expatriations, c'est que quand même, il y a des cercles entrepreneuriaux, voilà. Des traders, voilà. Même en Andorre. Donc ça existe, il y a pas mal de traders. Benoît Oui, Rousseau, pour ceux qui connaissent. Benoît Rousseau qui est en Andorre. Je sais oui, pas c'est si tu vrai. connais. Si, Ouais, si, je crois qu'il est exactement. expatrié là-bas. Ouais, Ouais. exactement. Et pareil pour Maurice. Je connais beaucoup d'entrepreneurs et traders qui sont partis là-bas. L'avantage, on va dire, surtout de Maurice, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de passer par des structures, créer des sociétés là-bas pour trader. Voilà, vous pouvez trader en perso. Donc c'est surtout ce côté très facile. Voilà, vous tradez, vous avez quasiment pas d'impôts. Et donc, c'est hyper simple à mettre en Hyper simple. place. Par contre, voilà, avoir sa résidence fiscale là-bas, comme tous les pays quand on sort de l'Union européenne, parce que là aussi on est mal habitué. C'est-à-dire que nous, on est habitué en tant que membre de l'Union européenne à voyager Facilement. très facilement. Alors que dès qu'on sort de l'Union européenne, voilà, il y a des visas à obtenir, il y a des permis de travail, et voilà. Et à Maurice, voilà, il faut être particulièrement vigilant là-dessus. Et pour obtenir sa résidence fiscale, il faut être carré. Voilà. Ok, et en termes d'impôts, du coup? En termes d'impôts, globalement, ce qu'il faut retenir, si vous êtes investisseur ou trader, c'est pas d'impôt. Ok, ouais, donc c'est vrai que ça peut vraiment, vraiment être game changer pour quelqu'un qui trade beaucoup, qui a des gros montants. Et après, ouais, il faut voir effectivement si on arrive à vraiment être stable sur place, comme tu expliquais, de respecter les règles et pas que ce soit une fausse résidence fiscale. Faut vraiment, peut-être avant d'ailleurs de s'expatrier, aller voir le pays, déplacez-vous. Il y en a plein qui veulent aller à Dubaï, ils vont à Dubaï une semaine, 2 semaines. Après, en fait, non, j'ai pas envie de m'expatrier. Ou ils y vont déjà, ils prennent toutes leurs valises, comme tu dis, et derrière, 6 mois après, ils reviennent parce qu'en fait, ça leur convient pas. Et ça, d'ailleurs, je pense que c'est très important et c'est ce que je recommande quand vous voulez vous expatrier. Si possible, allez vivre 1 mois là-bas et non pas en tant que touriste dans un super hôtel. Prenez un Airbnb, vivez la vie là-bas, sentez la vie là-bas. C'est très important parce que souvent une expatriation peut engendrer des frais.
Voilà. Alors c'est pour ça que je le conseille souvent de le faire, même quand vous êtes trader, si possible. Faites une expatriation fiscale via votre travail parce que c'est très confortable. Vous arrivez, vous avez des revenus certains, vous allez pouvoir rencontrer du monde. Voilà, le travail, c'est quand même un des meilleurs moyens de rencontrer du monde, de s'intégrer. Donc, et effectivement, d'avoir là l'expatriation fiscale, si vous habitez d'autant plus dans le pays dans lequel vous vous expatriez, c'est solide. Voilà, donc Après, les personnes qui s'expatrient, ils n'ont pas forcément de job, ils ont juste leur activité de trading, ils ont leur cash, ils ont leur compte sur leur courtier, etc. Donc, ils vont devoir créer une société parfois pour avoir le visa. Mais comme tu l'as dit, c'est hyper intéressant, c'est que quand on s'expatrie, il y a quand même un coût certain. Il faut créer la société pour avoir le visa. Ça coûte par exemple à Dubaï, je connais un peu cette juridiction, c'est 5 000 € à peu près. Je sais pas combien ça fait d'AED, mais quand même 5 000 €, c'est pas oui, rien. bien sûr. Après, il faut avoir une licence commerciale pour le trading, Il faut habiter là-bas. potentiellement une assurance santé. Enfin, il y a tout un tas de coûts. Et encore une fois, le nombre de personnes de Dubaï, c'est comme une vague et ça va, ça vient. Les gens, ils viennent, ils repartent, ça vient, ça repart. Donc, effectivement, tu y vas un mois en Airbnb. Ça coûte pas si cher que ça, à l'inverse de ce qu'on peut voir à Dubaï. C'est beaucoup moins cher que la Suisse, par exemple. On prend son Airbnb, on teste et on se rend compte qu'il y a des points positifs, des points négatifs. Et parfois, il y a des points négatifs qu'on a tendance à oublier. J'en parlais juste avant, hors antenne, sauf erreur. Par exemple, la pollution qu'on a, la qualité de l'air. Alors, l'hiver, c'est idéal, il n'y a pas de souci. Par contre, l'été, on se rend compte que c'est hyper pollué. Et ça peut être hyper handicapant. Et vous me dites, bah, au final, moi, je ne me vois pas mettre un appartement sur 12 mois ici, etc. Parce qu'au final, il y a une bonne partie de l'année où je n'ai pas envie d'être ici. Exactement. Et si après la limite elle est un petit peu fine et que vous revenez en France, bah, on va peut-être requalifier votre résidence fiscale non plus là-bas, mais en France. Ah oui, et là, c'est perdant des deux côtés. Et là, c'est perdant des deux côtés, vous avez perdu du temps. Donc juste pour Maurice, ok, super, c'est clair. Après, tu parlais de Dubaï, est-ce que tu as des éléments à dire par rapport à cette juridiction? Et Dubaï, j'ai envie de dire, si on doit retenir une chose, c'est globalement pas d'impôt. Ouais. Voilà, pas d'impôt. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à ça? Pas Donc effectivement, grand-chose. donc effectivement quand on est trader ou même entrepreneur, hein, réinvestir les profits, c'est important hein, pour, pour maintenir la compétition par rapport aux concurrents. Mais j'aime bien citer un exemple. Par exemple, si par exemple vous investissez 10 000 € pendant 30 ans et que vous avez 4,5% de performance, à la fin, vous avez autour de 300 000 €. Si vous êtes autour des 7% de performance, vous êtes à un peu moins de 900 000 € sur 30 ans. Donc on peut voir qu'à peine avec 3%, 3,5% de différence, c'est une différence presque de plus de 500 000 € sur le long terme. Donc la fiscalité peut avoir un impact quand même énorme, voilà, quand vous êtes investisseur. C'est pas à négliger, hein. Clairement, c'est pas à Clairement. négliger. Je suis bien d'accord avec ça. Et est-ce que tu as une autre juridiction Alors, peut-être un peu plus proche d'ici, sans aller à Dubaï, sans la Maurice, autre que Andorre, peut être intéressant? pour moi, il y a une qui est surcotée, c'est Malte. Voilà. Pourquoi? Parce que, oui, alors on peut passer par des sociétés, mais j'aime bien quand même regarder la fiscalité personnelle, parce que bien souvent on va se C'est verser des important de profits s'enrichir aussi personnellement à un moment donné à un personnellement, autre, voilà. Alors c'est un régime particulier, c'est ce qu'on appelle des régimes non-dom. Donc globalement, c'est que vous êtes quasiment pas imposé si vous rapatriez pas votre argent, qui provient de l'étranger à Malte. Voilà. Donc il faut avoir un compte bancaire offshore Voilà, nécessairement. globalement, si vous avez des revenus étrangers, comme, trader ou investisseur, c'est compliqué de bénéficier de 0% d'imposition. Voilà, pour moi, c'est pas l'idéal. Par contre, un qui est sous-coté, que j'entends très peu, heu et qui pour moi, je vois de plus en plus, alors bizarrement, c'est pas vraiment les traders, mais c'est plus des entrepreneurs qui vont là-bas, même des personnes, dans mon domaine fonds d'investissement, ça existe, qui ont leur holding là-bas, qui sont résidents là-bas et qui rendent des services, depuis, Chypre. Voilà, je pense que Chypre est un pays vraiment, qui n'est pas à mettre de côté. C'est, en perso, c'est pas d'impôt. Ah, c'est pas l'impôt en perso? Non, Alors voilà, j'ai cru comprendre qu'il impôt y a sur des les sociétés, on est à 12,5%, en sachant que, on peut faire encore diminuer sa base taxable. en se versant les salaires où il y a peu de charges, peut-être, ce genre de choses? Voilà, exactement. Enfin, de toute manière, vous êtes à 12,5% d'IS et ensuite, quand vous versez les dividendes, c'est pas d'impôt.
Donc voilà, donc Chypre est quand même hyper intéressant et je le vois plus dans les structures autour des fonds, des personnes qui rendent des services, des conseils depuis Et là-bas. pour le trading, en revanche, il y a beaucoup de traders, il y a énormément de traders à Chypre, énormément de brokers, parce que, Chypre, bon, il y a une partie Union européenne, en l'occurrence, où un broker qui est installé à Chypre fait partie de l'Union européenne. Il a le passeport, européen avec, toutes les réglementations ESMA et donc il y a beaucoup aussi de traders qui sont lancés là-bas, qui bossent avec des brokers et cetera. C'est devenu un vrai hub financier qui avait vraiment mauvaise réputation, petite parenthèse, à l'époque, parce que c'était à l'époque une terre, je crois, où il y avait beaucoup de jeux d'argent style casino. Ça a été complètement interdit. Beaucoup de joueurs de poker là-bas, hein. Ça a été complètement interdit tout ce qui est casino en ligne, je crois, hein, sauf erreur. Et ils se sont du coup redirigés dans des produits un peu de trading risqués, qui peut avoir parfois quelques liens, à ne pas se mentir, avec le casino si on fait n'importe quoi. Et après, ils se sont assainis via l'Union européenne et vous avez une protection légale contre les fonds quand vous ouvrez sur un compte à Chypre. Vous avez sur les brokers à Chypre, je sais, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent: ah, mais c'est Chypre, c'est pas bien, sur des courtiers. Et vous avez quand même les protections de l'échelle européenne. Maintenant, c'est sûr que ce ne sera pas la même juridiction que, par exemple, qu'une juridiction BaFin en Allemagne, mais c'est déjà hyper solide. J'allais dire, c'est même plus solide qu'une réglementation que vous pouvez avoir en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, ou j'allais même dire d'autres juridictions moins lointaines qui paraissent pas forcément offshore, mais qui ne se rendent pas dans le cadre de l'Union européenne. Vous n'avez pas les mêmes protections. Je vais donner un exemple tout bête. Et ça intéresse aussi ceux qui regardent la chaîne. Quand vous avez un compte bancaire, oui, parce qu'en Suisse, les brokers sont des banques, vous n'avez pas la protection légale contre le sol négatif, s'il y a un gap ou quoi pour les particuliers. En Union européenne, donc même sur un courtier qui est à Chypre, bah, vous avez cette protection légale contre le sol négatif en risque de gap. Et c'est hyper intéressant pour un particulier. Et ça, c'est juste la petite parenthèse que j'entends beaucoup de bêtises et ça a évolué vraiment dans le bon sens. Donc, encore une fois, c'est pas lié avec le côté fiscal retail, mais c'est important de le dire. Donc, ok, Chypre, ça peut être pertinent. Avant qu'on parle des ETF et de l'investissement, je voudrais que tu m'expliques s'il y a des solutions assez simples pour un bon trader de créer une structure, style un petit fonds d'investissement, une petite structure, à moindre coût, parce que toi, c'est clairement ton métier en tant qu'avocat fiscaliste aussi de structurer ce genre de choses. Et peut-être tu vas me dire: «Non, c'est trop compliqué, il faut énormément d'argent et cetera», mais est-ce que c'est possible, on va dire pour quelques, dizaines, centaines de milliers d'euros, de structurer un vrai fonds listé et cetera? Alors je pense effectivement que, c'est un sujet qui va venir très bientôt, on commence à en entendre parler, hein, mais qui va venir à la mode. C'est ce qu'on appelle les fonds white label. Donc qu'est-ce que c'est? Et je pense qu'effectivement ça va intéresser, pas mal de personnes effectivement qui ont une certaine, force de frappe médiatique en termes de distribution. Alors pour l'expliquer, c'est il y a des fonds d'investissement, qui sont pas accessibles, pour les personnes qui sont pas, très fortunées. Voilà, on va dire que les coûts d'entrée des meilleurs fonds d'investissement, par exemple, il y a pas longtemps effectivement je faisais pas mal de recherches là-dessus et je me suis aperçu que un des fonds qui a tiré le plus d'argent du côté institutionnel et des très grandes fortunes, voilà, on parle des tickets d'entrée qui sont, minimum entre 1 et 2 millions. Voilà, et souvent bien plus. Ça s'adresse, à des fonds de pension, à des institutionnels. C'est ce qu'on appelle les fonds market neutral. Donc ça intéresse énormément les institutionnels. Ce sont des fonds, qui ont des, techniques de trading qui vont performer, que le marché soit haussier ou baissier. Leur but, Indépendamment du S&P 500, on va dire. voilà, et donc ça intéresse énormément les institutionnels parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive, ils vont avoir les stats sont énormes, c'est aux alentours entre 20 et 25% de perf. Voilà des meilleurs fonds, Ouais, c'est énorme parce que souvent market neutral. souvent les fonds d'investissement sous-performent le S&P, hein, Voilà, donc c'est hyper rare, ouais. voilà, donc c'est très peu accessible pour les petits porteurs. Hem Et souvent pourquoi, hein? C'est pas parce que c'est réservé aux riches ou quoi que ce soit, c'est parce que, souvent quand un fonds d'investissement va récolter des fonds, il va devoir se renseigner sur la personne, qui veut donner le fonds. Il va devoir faire du marketing pour que les gens veuillent bien investir dans son fonds, donc ça a des coûts importants, et 2, il va falloir qu'il fasse tout le process réglementaire, KYC, AML, blanchiment d'argent et tout ça. Donc ça a des coûts, et c'est pour ça que souvent ils se dispersent pas. Ils vont pas faire du marketing auprès de consommateurs comme nous, et donc il y en a qui ont une idée, brillante, c'est de créer ce qu'on appelle des fonds, white label.
En français, j'ai pas la traduction. Marque blanche. Marque blanche, exactement. Donc en fait, quelle est l'idée? C'est que quelqu'un qui, par exemple, qui a une communauté, c'est pour ça que je pense qu'on va en entendre parler très, très bientôt sur les réseaux sociaux, et c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est que quelqu'un qui a une communauté, il va pouvoir proposer les services à ce fonds, qu'on va appeler le fonds originel, qui va avoir sa stratégie. Il ne va pas la partager avec lui, hein, parce que souvent, c'est des techniques mathématiques très poussées. Ils ne vont pas le partager. Mais ce distributeur, cet influenceur, va par exemple proposer ses services en disant « Moi, je vais m'occuper », souvent il y a des sociétés qui vont l'accompagner, ce qu'on appelle des manco, qui vont l'accompagner pour justement récolter les fonds auprès du retail. Moi, je m'occupe de ça. Et comme ça, nous, on est gagnant-gagnant. Moi, j'aurai petit pourcentage sur le fait que je ramène avec mon image, ma marque, je vais pouvoir proposer justement les meilleurs fonds que je pense qui sont les plus performants et je vais vous ramener ce cash. Alors globalement, en parlant de montant, j'ai commencé à avoir quelques discussions avec certains. Ça commence à être intéressant autour de 1 à 2 millions. Voilà. Peut-être qu'on va pouvoir optimiser. Tu veux dire 1 ou 2 millions de promesses d'investissement? C'est Pour ça, être sûr. exactement. Donc c'est vrai que c'est vraiment faible. Voilà, c'est pas beaucoup, hein. Non, c'est vraiment faible. C'est 2 clients, quoi, si on va chercher des gros clients. Exactement. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment à mon avis ce qui va arriver très bientôt. Et du coup, le fonds, il est sous la marque d'une banque, d'une société de gestion. Alors, il est sous la marque, ça dépend. Le marketing, il peut être fait par un influenceur, par un family office, par un CGP. Ouais. Voilà, c'est lui qui va apporter sa marque pour lever les fonds. Et lui, il doit quand même bien vérifier qu'il a les autorisations pour avoir le droit de parler, conseiller un fonds. Alors, Lui, celui qui va le distribuer. non, justement, l'astuce de cela, c'est que c'est pas lui qui va gérer vraiment les fonds. Oui, mais pour le distribuer, il a besoin quand même d'avoir certaines autorisations, j'imagine. Oui, mais souvent, il va passer par des sociétés qui ont déjà, il va être accompagné par des sociétés qui ont Ouais. déjà Donc ces donc en autorisations. fait, les solutions que toi tu proposes, c'est de s'appuyer sur des sociétés déjà existantes pour créer son produit et éviter toutes les galères réglementaires et surtout les coûts qui sont gigantesques. Et en fait, ils vont proposer des fonds qui sont réglementés déjà. Ah ouais. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas besoin d'avoir de lui personnellement d'agrément supplémentaire. Oui, je comprends. Donc c'est Ouais. là Donc où c'est ça le toute white label. Donc ça peut être une solution hyper intéressante. Ok. Je pense pas qu'on va aller plus loin là-dessus pour qu'on puisse quand même prendre le temps de terminer sur les ETF. Alors explique-nous, toi sur ton TikTok French Finance, tu parles un peu d'ETF et c'est pour ça que j'ai trouvé ça hyper intéressant le combo avocat fiscaliste et à la fois trader investisseur. Tu parlais surtout d'investissement. Explique-nous du coup comment tu as investi en bourse. Je parle pas de trading, vraiment investissement. Alors, tout dépend, tu veux dire moi personnellement ou? Toi personnellement, ce que tu fais, Alors, tu as 5 minutes. d'accord, très bien. Donc globalement, on va dire que j'ai commencé par des investissements, on va dire, agressifs. Parce que certainement j'étais plus jeune, j'avais moins peur. Donc voilà, c'était plus on va dire des investissements de conviction. Hem, je ne le recommanderais pas, voilà, mais chacun, on va dire, gère son risque comme il le veut. Donc on va dire que j'étais parti plutôt sur des investissements. Je suis plutôt partisan de ce qu'on appelle du concentrated bet. J'aime pas trop me disperser. J'aime T'as pas envie de diminuer la performance avec trop de diversification. Voilà, c'est-à-dire que certains pensent qu'en se diversifiant, on diminue le risque. Moi, personnellement, non, parce que, on va dire que j'aime bien être concentré sur une prise de position. Quand je dis concentré, c'est que, voilà, on va dire que plus les montants sont importants, plus on a besoin de concentration, c'est-à-dire d'être réactif, de contrôler ses émotions. Et plus on va avoir de positions, et plus on va être susceptible, pour moi, à toucher à des biais psychologiques qui sont négatifs. Parce que, par exemple, on va avoir une mauvaise position, on va dire que les sentiments qu'elle va nous procurer va peut-être nous faire prendre des mauvaises décisions sur une bonne position. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop me disperser. J'aime être concentré sur 1, 2, 3 actifs, mais globalement un actif. Et
et voilà, et faire mon monitoring tous les jours, on va dire. Souvent, moi, j'ai mon rituel tous les soirs, j'ai mes indicateurs, je regarde, je place mes alertes, et voilà, c'est comme ça que je monitore une position. Et sur ton TikTok, tu parles beaucoup d'ETF, tu as fait un TikTok top 3 ETF, et cetera. C'est quoi les ETF que tu pourrais recommander Voilà, et alors ensuite, je recommande, si je devais recommander sans faire de conseils en investissement financier? voilà, Je suis en présence d'un avocat, donc pas dire de conneries. avocat fiscaliste. Cas fiscaliste d'autant plus. Non, évidemment, vous faites toujours vos recherches quand vous cherchez des investissements. Pareil, je vous parle souvent de Goliath. Quand vous allez dans la description, vous avez un lien pour copier-coller mon portefeuille. Ça ne veut pas dire qu'il faut le copier bêtement. Vous pouvez aussi regarder les valeurs. Moi, j'investis notamment dans l'ETF World, dans des sociétés qui sont liées avec l'or, etc. Donc voilà, vous pouvez écouter, essayer de comprendre un peu l'environnement, mais c'est à vous, à un moment donné, de prendre vos propres décisions en toute responsabilité. Donc, je te laisse maintenant continuer. Et le concentrated bet, il est aussi bien, donc miser lourd, il peut être très bien aussi pour des ETF. Parce qu'on a des historiques qui sont vraiment importants, et les stats nous montrent quoi? C'est-à-dire qu'en moyenne sur, 50 ans, les ETF, c'est aux alentours de 7 à 8 par an. Alors lesquels? Hem, Si on n'a pas envie de se prendre la tête, moi je conseillerais vraiment, l'ETF, monde, Ouais, c'est-à-dire c'est celui que j'ai avec Goliath, donc ETF World, 1500 boîtes, je crois, en une seule ligne. c'est ça exactement. C'est hyper diversifié, donc automatiquement, ça va peut-être un peu atténuer la performance, mais hyper intéressant. Voilà, l'idée qui est derrière, c'est que, globalement, on est dans un monde économique en croissance. Donc on va s'exposer à la croissance mondiale. Donc globalement, voilà, c'est la chose la plus safe, même s'il peut y avoir une exposition peut-être un peu trop importante sur les US, même sur l'ETF monde. Mais globalement, voilà, ça nous permet d'investir sur toutes les économies, les plus importantes, du monde. Donc ça, c'est la chose, si on n'a pas envie de se poser de questions, tous les mois, on met quelque chose. Dès que le marché il baisse fort, on met quelque chose. Donc pour moi, voilà, c'est la chose la plus simple. Après, si vous voulez vous exposer, à des ETF, moi, un de mes favoris, que je trouve un des plus performants, c'est l'ETF Momentum. Donc c'est des types d'ETF, au lieu de sélectionner des entreprises par rapport à des zones géographiques, ils vont le faire, par rapport, à des qualités particulières. Ah, des critères spécifiques. Critères spécifiques. Alors, il peut y avoir des critères qualité et le critère momentum, par exemple. Quelle est l'idée derrière le critère momentum? C'est que des entreprises qui ont performé en bourse, les 6 derniers mois ou l'année précédente, a plus de chances de performer dans les 6 prochains ou dans l'année Je qui vois, suit. je vois ce que tu veux dire, mais moi, j'ai un peu du mal avec ça. Je vais faire un peu le lien avec les ETF un peu thématiques, où c'est des ETF qui sont effectivement, qui peuvent être intéressants, mais je trouve qu'un particulier, il a des risques aussi de se planter en cherchant des trucs un peu sophistiqués. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est sur les ETF thématiques, les frais sont quand même assez, peuvent être assez élevés. Et l'écart de performance, je trouve, il n'est pas forcément significatif par rapport à un ETF classique. Maintenant, toi, tu as aussi beaucoup d'expérience. Tu me disais, ça fait 10 ans que tu fais, que tu tournes autour de ça. Si je peux juste conseiller, parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui aussi regardent cette chaîne sur le côté investissement. Comme tu dis, vous faites du DCA sur des gros indices, peut-être US ou World. Comme dit, il y a 1500 boîtes. Et vous investissez avec discipline, régularité. Vous essayez de mettre un peu vos émotions de côté et pas de paniquer quand il y a le prix qui corrige. Prenez du recul, vous regardez le graphique en hebdomadaire et vous laissez faire. J'aurais bien aimé te laisser t'exprimer encore beaucoup plus, mais l'opérateur devant me fait juste signe. Je voudrais juste quand même, avant de terminer, vraiment te remercier pour ton intervention, d'être venu ici à Genève, chez moi, depuis le Luxembourg. Merci beaucoup pour ça. On te retrouve évidemment du coup sur TikTok, la chaîne French Finance, je pense, vous le voyez, avec sa casquette. Je crois que tu as aux alentours de 10 000 abonnés et j'ai pris contact avec toi parce que je trouvais le contenu assez intéressant et l'approche, je me répète, avocat fiscaliste et avec une connaissance quand même des marchés du trading. Je trouve ça intéressant. Donc peut-être qu'on fera un live ensemble ou un autre, Avec d'autres plaisir. contenus. C'est toujours un plaisir d'avoir évidemment des profils comme toi, j'allais dire atypiques, parce que sur YouTube, c'est assez rare. Entre guillemets, des avocats fiscalistes qui s'expriment. Maintenant, ça se comprend aussi par rapport à ton travail et par rapport aux personnes qui sont avocats fiscalistes, ne peuvent pas forcément non plus aller sur les réseaux facilement. Donc merci à toi franchement d'avoir fait cet effort et d'avoir accepté l'invitation. Une nouvelle fois, je vous remets les liens pour ceux qui souhaitent copier-coller mon portefeuille, non pas de trading, pas de copy trading, d'investissement avec Goliath, broker réglementé en Union européenne. Merci à eux pour le soutien. Je vous en parlerai, je pense, sur les semaines suivantes et il y aura un live qui va arriver d'ici mi du mois prochain. Donc restez évidemment
connectés. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous au compte TikTok de Fresh Finance. Je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez hyper prudents sur les marchés financiers. Allez, ciao.